Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à 13h dans Poulain sans réserve. Aujourd'hui, on va parler de l'État, la pompe Afrique de Bruno Le Maire, avec notre invité, l'économiste Philippe Herrlin. Et puis on reviendra sur la situation à Gaza. Est-ce que ça peut être encore pire que c'est déjà le pire? Avec Antoine Babous, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. On en parle tout de suite dans Poulain sans réserve. Vous pouvez nous joindre au standard, comme d'habitude, sur Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Philippe Herrlin, économiste. Bonjour. Bonjour. Je voulais avoir votre avis sur la dernière déclaration de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sur l'État qui n'est pas une pompe Afrique. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il se rend compte que l'État capte trop d'argent sur l'économie, peut-être, voilà. Ouais. Le problème de Bruno Le Maire, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu hibernatus. C'est-à-dire qu'il a été nommé il y a 7 ans. 7 ans, oui. On le rappelle, hein. Et là, on a l'impression qu'il se réveille et il se dit, oh là, il y a trop de déficit, il y a trop de dettes, il y a trop d'impôts, il y a trop de normes, il y a trop de bureaucratie, il faut nettoyer tout ça. Mais ça fait 7 ans qu'il est là. Et il y a assez peu de ministres dans le passé, de ministres de l'économie, qui ont eu un temps aussi long. Donc il aurait pu mettre en place des groupes de travail pour justement simplifier, pour trouver des économies dans les dépenses publiques. Voilà, parce que ça prend quand même du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et malheureusement, il l'a pas fait. Il se réveille trop tard. Alors il se réveille pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt remontent et que la charge de la dette va étouffer le budget de la France. Aujourd'hui, on est à moins de 50 milliards d'euros par an, donc c'est déjà énorme. C'est un des principaux budgets avec l'éducation nationale et la défense. Ça reste à peu près gérable, mais avec la remontée des taux, on va passer à 75 milliards en 2027, bientôt. Et là, ça va représenter de l'ordre de 20% des recettes. Et le problème, c'est qu'après, il devient quasiment impossible de revenir à l'équilibre, quoi. Donc c'est une situation qui est vraiment grave. Parce que le bilan en 7 ans de Bruno Le Maire, c'est qu'il a creusé la dette comme personne. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette, c'est inédit. On avait l'habitude d'avoir un État endetté, mais là, on atteint un seuil critique en réalité. Oui, mais on l'a fait parce que à l'époque, les taux d'intérêt étaient à 0. Oui. Quasiment. Donc, on augmente la dette, donc le chiffre augmente, on est aujourd'hui à peu près 112% du PIB, mais la charge de la dette, c'est-à-dire ce que l'État doit véritablement décaisser dans le budget, il augmentait pas, et même il diminuait. Parce que on remboursait la dette ancienne à des taux d'intérêt élevés par de la dette à taux zéro, et ce qui fait que pendant que le volume de la dette augmentait, la charge d'intérêt diminuait d'année en année. Donc ça, c'est génial pour un gouvernement, parce que on s'endette et ça coûte de moins en moins cher. Donc ça. Mais le problème, c'est que il fallait quand même se douter que les taux zéro, quand on regarde l'histoire économique, c'est quelque chose qui était jamais arrivé, et ça pouvait pas durer non plus, éternellement. On pouvait se douter que l'inflation réapparaîtrait et que pour vaincre l'inflation, les banques centrales remonteraient leur taux d'intérêt. Voilà, Bruno Le Maire, malheureusement, ne l'a pas prévu, avec beaucoup d'autres, et maintenant on est coincé et il est obligé de réagir rapidement. Quand il parle de ses projections de croissance, où il projetait 1,9%, je crois, ou 1,7% de croissance, alors même que la Banque de France, elle prédisait 0,9%, là, on est dans le mensonge, carrément, la manipulation, pour faire voter un budget à coût de 49,3 qui tenait sur un mensonge. Oui, parce que c'est à peu près le seul espoir de pouvoir s'en sortir sans faire de coupes sombres dans les dépenses publiques, parce que faire des coupes dans les dépenses publiques, surtout quand c'est fait de façon un peu urgente, ça fait toujours grincer des dents, ça fait mal, c'est impopulaire, ça énerve les syndicats, tout ça, ça crée des grèves, et en espérant une croissance de 2%, ça fait des rentrées fiscales qui permettre de s'en sortir sans avoir à baisser les dépenses publiques, voilà. Et sans augmenter les impôts non plus, parce que c'est un pourcentage. Donc, ça permettait de s'en tirer. Donc, c'était le domaine du rêve. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de croissance, voilà. Et non, 0,9 et encore dans le meilleur des cas. Et ça y est, il faut faire des économies. On nous a annoncé donc d'abord 10 milliards d'économies à chercher dans tous les services publics, éducation et santé en première ligne. On nous annonce cette semaine, non, ce sera 20 milliards. En plus, c'est 10 milliards pour ça, c'est ça, 20 milliards en plus. Et sans doute beaucoup plus. Ça signifie quoi dans la réalité, ces économies qui vont être faites sur les services publics ?
Et sur le budget de l'État, en réalité. Alors, le problème, c'est qu'on fait des économies sans faire de véritables réformes. Donc, on va simplement couper des budgets. Donc, ça peut pas fonctionner, quoi. Pour faire de vraies économies, il faut faire des réformes. Alors, lutter contre la fraude sociale, peut-être diminuer les aides aux entreprises et en contrepartie diminuer leurs impôts. Enfin bon, il y a plein d'organismes publics dont on sait qu'ils servent à rien. Donc, on peut en fusionner certains, tout ça. Bon, il faut faire des réformes. Mais là, c'est simplement serrer les boulons en espérant que ça va passer, quoi. Et donc ça peut pas fonctionner, quoi. Mais il y a derrière la peur de quoi, de la Commission européenne qui va taper sur la France parce qu'on n'est pas dans l'orthodoxie budgétaire. Les agences de notation aussi qui vont dégrader la note de la France. Il y a plusieurs types de craintes, c'est-à-dire que la France doit quand même respecter un programme qu'elle dépose tous les ans à Bruxelles, comme tous les États d'ailleurs. Mais comme la France est très endettée, elle promet, enfin quasiment depuis la création de l'euro, on promet qu'on va revenir à l'équilibre budgétaire et à chaque fois ça plante. Bon, là on a promis de revenir à moins de 3% de déficit du PIB en 2027. C'est mal parti. C'est encore un mensonge. C'est très mal parti. Et le problème, c'est que les pays du Nord, on a un peu ras-le-bol parce que si on n'est pas en faillite, c'est parce qu'on est dans l'euro. Hein. Si on était au franc français, il y a longtemps qu'on a fait faillite, comme n'importe quel pays émergent. Donc l'euro, c'est plutôt positif pour l'économie française. Alors positif, non, parce que ça nous endort. On aurait fait les réformes plus tôt si on était resté dans le franc. Un peu comme Mitterrand, dès 83, il a compris qu'il pouvait plus claquer le pognon n'importe comment, donc ça l'a obligé. Si on avait été dans l'euro à l'époque, il aurait pu attendre les législatives de 86 et peut-être même la présidentielle de 88 avant de réagir. Donc c'est pas sain non plus. Parce que c'est les pays du Nord qui payent et ils ont un peu ras-le-bol, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que la France, là, dans quelques mois, c'est la Grèce de 2008 ? Alors les choses peuvent arriver rapidement. Vous parlez des agences de notation, elles vont donner elles vont remettre des notes le 26 avril et le 31 mai pour Standard & Poor's et Moody's, les plus importantes. Si la France est dégradée, on peut rentrer dans un cycle de défiance, c'est-à-dire que à peu près la moitié de la dette de la France est acheté par des non-résidents, c'est-à-dire des investisseurs étrangers, européens, Asie, États-Unis. Bon. Qui sont des banques, qui sont quoi, des fonds, des fonds de pension, des fonds souverains, voilà. Parce que la dette française se vend bien, en fait, c'est un bon produit financier. Ça fait partie des bons produits et pour l'instant, enfin, la France fait partie des grandes puissances économiques et a une note relativement correcte, voilà. Mais le problème, c'est que si on commence à la perdre et qu'il y a une défiance, ça va être plus compliqué de passer cette dette, on va devoir encore augmenter les taux, et donc la charge de la dette va encore augmenter, et là on rentre dans un cercle vicieux qui peut être problématique, quoi. Voilà. Et comment on en sort? Alors il y a les économies d'un côté. Est-ce que on a entendu sur l'augmentation des impôts, pas question, mais on voit bien que d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir de nouveaux impôts. Quels sont les leviers qu'a le ministre de l'économie et le gouvernement pour éviter la faillite? Le problème des impôts, c'est que la France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'OCDE, donc les augmenter voilà, surtout que ça obère la croissance, le peu de croissance qu'on a. Si on augmente les impôts, ça va encore la faire baisser. Donc pour moi, il y a pas de solution là. Il faudra plutôt la baisser pour générer de la croissance. Et les dépenses publiques, faut faire des réformes, mais là, est-ce qu'on n'a pas déjà loupé le coche, quoi? Quand Macron a été réélu, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire. C'est au moment où on est élu ou réélu qu'il faut enclencher des réformes. Bon, il a fait la réforme des retraites, c'était dans ce cadre-là, j'imagine. Oui, mais malheureusement, c'est une réforme bidon qui n'a rien apporté, quoi. Pas d'économie de ce côté-là. Non, ça a généré quasiment rien en économie. Il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Alors que ça a mis tous les Français dans la rue, donc on voit pas l'intérêt. Là, le prochain chantier, c'est l'assurance chômage, clairement. Oui, voilà. Alors là, on peut éventuellement, quand on compare aux autres pays européens, on peut quand même trouver que le régime français est quand même un peu généreux, peut-être un peu trop long, et qu'on peut un peu le réduire. Et si on le réduit, ça permettra de réduire un peu les cotisations chômage payées par les entreprises et ça baissera leurs charges. Donc ça peut aller dans le bon sens, mais si c'est que ça va rien changer. Les retraites, on a loupé une occasion. Moi, personnellement, je considère qu'on aurait dû au moins ouvrir la porte de façon optionnelle à la retraite par capitalisation. C'est-à-dire pas obligé à ce que les gens le fassent, mais que ceux qui veulent le faire puissent au moins mettre une partie de leur cotisation en capitalisation. Ça aurait permis de financer l'économie, de financer le CAC 40. Les gens disent que le CAC 40 performe et fait beaucoup de bénéfices avec envie. Très bien, faites de la capitalisation, comme ça tous les retraités pourront en toucher une partie, quoi. Voilà. Et ça permettra d'améliorer les retraites. Bon, même ça,
on n'en a même pas parlé, et même la droite, d'ailleurs, même la droite libérale, type LR, a même pas mis le sujet sur la table. Donc on a fait une fausse réforme, on a fait une réforme paramétrique, où on a un peu bougé tel ou tel truc, et puis dans 5 ans, il faudra y revenir. Quoi. Voilà, une réforme pour Bruxelles, hein, plutôt que pour l'économie française. Oui, je crois que c'est surtout en termes d'image, c'était pour donner l'image vis-à-vis de la France et vis-à-vis des investisseurs de notre dette, de leur dire, regardez, on fait des réformes, et c'est des vraies réformes. La preuve, les Français sont dans la rue, alors que concrètement, ça a quasiment rien apporté en termes budgétaires. Non, mais par contre, pour les Français, ça a changé, évidemment, l'âge de départ et le temps de travail. Ça a dégradé la situation, sans qu'en face, il y ait vraiment à gagner, quoi. Donc, c'est terrible. Autre plan de Bruno Le Maire, qu'il a annoncé il y a de ça 2 semaines, il me semble, d'aller chercher de l'argent sur les comptes des Européens pour financer des projets européens. C'est quoi, là encore, cette idée ? Oui, voilà, c'est-à-dire, comme on le disait, comme au niveau des dépenses publiques, c'est un peu compliqué de les réduire, et au niveau des impôts, c'est compliqué de les augmenter, il y a un joli magot qui se présente là, qui est l'épargne des Français. Les Français épargnent beaucoup par rapport aux autres peuples occidentaux, de l'OCDE. On épargne beaucoup. Il y a plus de 3500 milliards d'épargne financière, donc c'est comptes courants, livrets bancaires, assurance vie, compte action, c'est beaucoup d'argent qui fait saliver Bercy, qui aimerait bien mettre la main là-dedans pour... Bruno Le Maire a dit l'argent des Européens dort au lieu de travailler. C'est faux, parce qu'il faut quand même savoir que par exemple l'argent qu'on met dans le livret A, il sert à financer une partie la dette de la France, une partie est investie dans la dette. Ça sert à financer le déficit de l'État, et une autre partie ça sert à financer le logement social. Donc c'est déjà en fait utilisé. Et ça va bientôt financer la défense. Suite à un vote des sénateurs. Le Sénat, veut que ça finance en partie la défense. Donc l'argent est déjà utilisé. Est-ce qu'il est bien utilisé ? Enfin, il est mal utilisé parce qu'il vaudra mieux que ça finance pas la dette de l'État, que l'État soit en équilibre, et que ça finance l'économie. Bon, mais c'est comme ça. Faut pas dire que ça finance pas l'économie. Mais disons que on sent que Bruno Le Maire voudrait se servir là-dedans. Il a aussi fait une déclaration assez inquiétante à cette occasion qui n'a pas été relevée par la presse. Il a dit qu'il faudrait faire des garanties pour la titrisation des banques, c'est-à-dire quand les banques font du crédit, à un moment elles doivent arrêter pour pas avoir trop de crédit et trop d'incertitudes dans leur bilan. Et lui, faire la titrisation, c'est quoi ? C'est prendre ces crédits-là, les mettre dans un paquet financier, le vendre. On récupère du cash et on peut se remettre à faire du crédit. Qu'est-ce qui a créé la crise des subprimes ? C'est exactement les subprimes. Donc encore la crise financière de 2008, quoi. Encore une idée géniale de Bruno Le Maire. Voilà, il veut faire ça. Et en plus, les banques françaises ont déjà un effet de levier énorme de l'ordre de 5%, c'est-à-dire qu'elles ont 1 euro de cash pour 20 euros d'engagement. D'accord. Donc moi je dis c'est vraiment pas le moment d'augmenter encore cet effet de levier, surtout que le cours des bourses, autant le CAC 40 ça porte bien, mais les cours de bourse des banques françaises, il est très mal, au plus mal depuis 2008. Il y a beaucoup de fusions actuellement dans le secteur bancaire. On sent que les banques essaient d'être de plus en plus grosses pour se protéger. Les investisseurs français et internationaux, ils investissent pas là-dedans parce qu'ils ont pas confiance. Donc c'est vraiment pas le moment de faire de la titrisation dans les banques, qui est un secteur qui dégage des bénéfices, mais qui est fondamentalement fragile. Donc encore une super mauvaise idée de Bruno Le Maire, quoi. Voilà. Donc voilà, mais il veut puiser dans l'épargne parce que c'est de l'argent qui est disponible et l'État il voit ça. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'État n'est peut-être pas une pompe à fric, mais il va nous faire les poches. C'est quoi le voilà, c'est-à-dire qu'il ne peut pas financer, par exemple, le Sénat qui vote pour que le livret A finance la défense. On peut pas augmenter le budget de la défense alors qu'il faut aider l'Ukraine et qu'il faut renforcer la défense. On va faire en sorte d'orienter l'épargne des Français vers l'industrie de la défense et comme ça fait de l'argent qui arrive dans le secteur de la défense sans que l'État n'ait à le débourser lui-même. Mais j'ai envie de dire, c'est aux Français de décider. Les Français décident de leur épargne. Que l'État fasse des produits d'épargne dédiés à la défense, avec un rendement. Les Français qui choisissent investissent. Et je pense qu'il y a pas mal de Français qui seront intéressés pour le faire, mais c'est leur choix. Donc qu'on fasse de l'épargne pour financer le programme de construction de centrales nucléaires d'EDF. Là encore, je pense qu'il y a pas mal de Français qui seraient aussi fiers d'investir là-dedans. Mais il faut qu'on fasse des produits clairs d'épargne. Et c'est aux Français de décider. C'est pas l'État qui va se servir dans cette masse d'argent, parce que ça, c'est de l'étatisation, c'est du socialisme, mais c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est les Français qui décident de leur épargne. On en est loin, effectivement. Et en termes de chiffres de faillite d'entreprise, est-ce qu'on a les chiffres ? Est-ce qu'on sait comment se situe l'économie française ? Alors en fait, il y a eu un effondrement des faillites pendant les confinements. Parce qu'avec les PGE, tout ça, parce que l'économie a été à l'arrêt. Mais là, il y a une remontée des faillites et on revient à un niveau
au niveau d'avant les confinements est même supérieur, avec une hausse très importante, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas faire face à leur PGA. Et ça, c'est très grave, quoi. Et on note vraiment une baisse d'activité dans la consommation à cause justement de l'inflation qui restreint le pouvoir d'achat. L'énergie aussi, donc tout ce qui est et l'énergie, oui. Voilà, donc tout ce qui est restaurant, cinéma, tout. Enfin, le nombre de millions de places en cinéma, les fréquentations des cinémas baissent, les restaurants aussi. Et ça, c'est plein de petits commerces qui vont mal. Donc ça pèse sur l'économie. Et si on n'a pas de croissance, on n'a pas de hausse de pouvoir d'achat. Et donc, on rentre dans une stagnation. En fait, on n'a pas d'entrée non plus pour ce qui est de l'État. Ouais. Voilà, en fait, le peu de croissance qu'on a, il est en fait acheté par la dette, quoi. C'est-à-dire que l'État s'endette, il file de l'argent sous forme de prestations sociales, ça soutient la consommation, et l'économie tourne comme ça. Mais s'il n'y a plus de déficit, on serait déjà en récession. Terrifiante, quoi. Merci beaucoup Philippe Herlin d'avoir répondu à nos questions sur la situation économique française et les plans merveilleux de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie. Merci à vous. Merci. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, hier, Emmanuel Macron recevait tous les chefs de parti à l'Élysée pour parler de l'engagement de la France en Ukraine. Il y a un vote qui va arriver sur l'accord bilatéral entre la France et l'Ukraine. Et visiblement, le chef de l'État a voulu clarifier les choses. Le ministre également de la Défense, Sébastien Lecornu, ce matin a bien expliqué qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes combattantes en Ukraine, mais plutôt des bataillons de démineurs et des choses comme ça, et produire des armes sur le sol ukrainien avec des entreprises françaises. Néanmoins, si on écoute les différents chefs de parti qui ont quitté l'Élysée hier, ils étaient encore plus inquiets à la sortie de la réunion qu'à l'entrée. On les écoute. L'entêtement dans la voie militaire fait courir un risque d'escalade qui est extrêmement dangereux face à une puissance surdotée en capacité nucléaire. Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours suscitaient l'inquiétude dans le pays, isolaient la France sur la scène internationale. J'ai l'impression qu'on a un président qui compense son manque de courage politique et d'actes concrets par des déclarations virilistes, intempestives, absolument pas concertées, choquantes, et on va se le dire, qui nous ridiculisent sur la scène internationale. On ne peut pas instrumentaliser un sujet aussi grave, aussi lourd de conséquences, aussi dramatique. Il souhaite instrumentaliser la guerre pour pouvoir se réinstaller dans le débat européen avec les habits d'un chef de guerre et d'un leader qu'il n'est pas. Donc voilà, on voit qu'Emmanuel Macron non seulement est isolé sur la scène internationale avec les partenaires de Washington, à tous les partenaires de l'OTAN qui ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas rentrer dans cette escalade et l'envoi de troupes. Il a sorti de l'ambiguïté stratégique du coup en expliquant qu'il n'y aurait pas vraiment de troupes, mais on voit bien que pour les responsables des partis politiques français, il s'agit d'une instrumentalisation en réalité du conflit en Ukraine pour essayer de se mettre en chef de guerre et sans doute propulser la campagne aux européennes où la liste actuelle du président de la République menée par Valérie Hayé est loin dans les sondages, loin derrière le Rassemblement national notamment. Mais fait plus grave, lors de cette réunion, Fabien Roussel, le responsable du Parti communiste, nous apprend quand même un fait marquant. On l'écoute et ça, on devrait en parler davantage. Le président nous a dit quelque chose de très surprenant que les Français doivent savoir. Il nous a appris que la Russie, aujourd'hui, demandait un cessez-le-feu, que la Russie demande elle-même un cessez-le-feu. Et le président dit, nous ne pouvons pas accéder à la demande de la Russie, parce que ça voudrait dire que les positions seraient gelées, que ça permettrait à la Russie de se réarmer. Mais enfin, c'est peut-être par ce cessez-le-feu que nous pouvons commencer à avoir des discussions. Voilà, la Russie aurait demandé un cessez-le-feu, nous dit Fabien Roussel, et c'est le chef de l'État qui l'a dit à tous les responsables de parti. Alors, pourquoi et de quel droit international Emmanuel Macron refuse ce cessez-le-feu ou voudrait entraîner l'OTAN dans un refus de ce cessez-le-feu et poursuivre la belligérance, même si le seuil de belligérance ne sera pas franchi, comme on nous explique doctement. Bref, on a l'impression qu'il y a là un flou terrible autour de cette guerre en Ukraine, autour aussi de la situation sur le terrain et aussi
autour de cette volonté de cessez-le-feu de la part de la Russie qui ne serait pas prise au sérieux, encore une fois, par les partenaires européens. Pour ce qui est de l'international, heureusement, il y a des voix qui sont pour les négociations de paix et de cessez-le-feu, et c'est la Chine, en l'occurrence, qui a lancé un appel pour essayer de remettre les belligérants autour d'une table et envisager une sortie de ce conflit, à l'inverse de l'escalade belliciste que souhaite Emmanuel Macron. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité en cette deuxième partie d'émission est Antoine Basbous. Bonjour, vous êtes fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Je souhaitais vous avoir au micro de Sud Radio pour parler de la situation à Gaza. On n'oublie pas évidemment l'état catastrophique de Gaza. Est-ce que vous savez aujourd'hui où on en est? On a eu le président Biden qui a fait son adresse à la nation, qui a parlé d'un port provisoire des États-Unis pour acheminer de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Qu'en est-il aujourd'hui de la situation dans Gaza? Bonjour, monsieur. La situation est dans une impasse stratégique. Israël, au bout de 5 mois de guerre, n'a pas réussi ni à libérer par la force les otages, il en a libéré 2 sur les 250, ni éradiquer la direction du Hamas. Donc, ce que nous avons vu, c'est la destruction massive, la terre brûlée de Gaza, la destruction des infrastructures et surtout la famine qui s'installe parce que Israël, qui contrôle les accès à Gaza, eh bien, ne laisse pas entrer les camions qui sont bloqués côté égyptien. Et l'Égypte, là aussi, elle est frileuse. L'Égypte aurait pu ouvrir la frontière de Gaza et laisser transiter directement les camions à Gaza. Et si Israël le lui reprochait en disant il y a des armes et des munitions, l'Égypte aurait pu dire aux Américains venez contrôler les camions aux portes de Gaza. Donc tout ça n'ayant pas été fait, et que les Américains n'ont pas obtenu de M. Netanyahou et de son gouvernement l'accès des aides à Gaza, ils ont commencé par larguer des rations alimentaires, mais un avion ne peut transporter que 38 000 portions alimentaires, alors qu'il y a 2,2 millions de Palestiniens qui sont affamés. Donc, la décision du président Biden de créer un port flottant à Gaza, ça signifie qu'il y a un certain divorce avec le gouvernement Netanyahou et les suprémacistes de son gouvernement que sont Ben Gvir et Smotrich, les ministres de l'Intérieur ou de la police, la sécurité et le ministre des Finances. Parce que là, vous êtes en train de dire que finalement, Israël s'isole sur la scène internationale, du moins le gouvernement Netanyahou, et choisit une course toujours plus loin sur la destruction de Gaza, mais aussi des Gazaouis. On parle de 30 000 morts selon les sources du Hamas, mais aussi du renseignement. Est-ce qu'il y a là un risque pour Israël de ne pas pouvoir sortir de cette spirale ? À vrai dire, Israël est dans une impasse. Jamais de son existence, depuis 76 ans, Israël n'a eu à entamer un conflit armé de telle intensité sur une telle durée avec des résultats nuls. Et le résultat le plus probant, c'est son image qui est en miettes, qui est par terre, y compris auprès de ses amis réguliers que sont les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis continuent à soutenir Israël, mais pas le gouvernement de Netanyahou en Israël. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'un des membres les plus éminents du Conseil de guerre, en quelque sorte, Benny Gantz, a été invité à Washington, où il a rencontré les personnalités de la vice-présidente, le secrétaire d'État, alors que Benjamin Netanyahou n'a jamais été invité à la Maison-Blanche, et c'est une rupture avec la tradition. Généralement, la première visite qu'effectue un Premier ministre nommé, il a été nommé en décembre 2022,
c'est de se diriger à Washington, invité par la Maison-Blanche, ce qui n'a pas été fait. Et là, Netanyahou a voulu bloquer cette visite de son ministre Gantz, mais Gantz est allé quand même à Washington puis à Londres. Donc même au sein du gouvernement, il y a des dissensions qui se font actuellement sur le choix stratégique de l'état-major. C'est-à-dire, j'ai l'impression, ma connaissance de la société israélienne, c'est que toute la société en veut au Hamas, veulent éradiquer le Hamas, mais pas avec Netanyahou, parce que la société israélienne charge Netanyahou de la responsabilité des échecs. Et Netanyahou avait quelque part favorisé le Hamas, il l'avait entretenu, il pensait avoir acheté le Hamas avec les dollars du Qatar, et c'était les avions de Qatar Airways qui acheminaient les dollars à Tel Aviv, et c'est les camions de l'armée qui transportaient le liquide entre Tel Aviv et les portes de Gaza. Donc Netanyahou est considéré par la société israélienne comme coupable de ces actes-là, et coupable de ne pas avoir prévenu protéger la population de ce qui s'est passé. Ouais. Mais en même temps, il y a les parents des otages. Ouais. Alors eux, ils plaident pour la négociation, parce que par la négociation, il y a eu plus de 100 otages qui ont été libérés, et par la guerre, que 2 otages, et d'autres par la guerre ont été tués dans les échanges. Donc voilà, la situation en Israël, c'est que Netanyahou est discrédité. Le Likoud, dans les derniers sondages, on leur attribue 17 ou 18 sièges, alors que le parti de Gantz est, comment dirais-je, pourrait obtenir 42 sièges, c'est-à-dire presque 2 fois et demi plus. Mais il n'y a pas d'élections qui sont prévues Non, les élections, c'est après la démission du gouvernement ou la chute du gouvernement. Et là, les élections, il faut attendre au moins 3 mois pour les préparer, les annoncer, ainsi de suite. Donc, mais Israël peut fonctionner avec un gouvernement démissionnaire, ou un nouveau gouvernement qui pourrait être formé à l'issue de la chute de celui-ci. Mais justement, vous parlez de l'échec de l'opération sur l'objectif stratégique de décapiter le Hamas, de l'éradiquer. Si ça ne fonctionne pas, quelles sont les solutions pour que Israël en finisse avec le Hamas? À vrai dire, les solutions ont été tentées. Mais c'est une guerre non conventionnelle, c'est une guerre qu'Israël n'a pas connue auparavant. Israël auparavant a affronté des armées régulières sur le sol et non pas dans les tunnels. Or, c'est une première que l'armée israélienne affronte, c'est-à-dire une guerre dans les tunnels, des tunnels que le renseignement israélien n'avait pas modélisé, vu venir. L'ampleur des tunnels, du réseau. Et du coup, ils sont aveugles dans ces tunnels, et ça leur coûte cher, cette guerre, cher par le temps, par l'économie, par l'image, et surtout, après le 7 octobre, c'est la dissuasion israélienne, superpuissance régionale, qui est tombée par terre. C'est-à-dire que beaucoup de pays arabes ont été attirés par la force d'Israël et se sont dit, avec le désengagement progressif des Américains et avec la menace iranienne, on va se rapprocher d'Israël. C'est la logique des accords d'Abraham. Aujourd'hui, avec l'Arabie Saoudite notamment, qui avait fait un pas en avant. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Israël a été frappé au cœur le 7 octobre, et ces pays qui étaient censés se trouver un soutien auprès d'Israël ont vu qu'Israël était incapable de vaincre le Hamas à Gaza sur 360 km². Comment peut-il venir à leur secours à 2000 km de là face à une menace iranienne? Donc c'est la dissuasion d'Israël qui est tombée à l'eau, et c'est très grave pour la place d'Israël et son rôle dans la région. On va se retrouver dans un instant pour poursuivre cet entretien sur la situation à Gaza avec notre invité Antoine Basbous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.
Et on se retrouve avec notre invité Antoine Basbous, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes, pour parler de la situation à Gaza. On en parlait dans cette première partie. On a l'impression aussi, quand on regarde la situation des Gazaouis avec cette famine, le nombre de morts, les hôpitaux détruits, Gaza inhabitable, qu'ils sont en même temps abandonnés de tous. Il n'y a pas vraiment eu de coalition des pays arabes. L'Égypte n'a pas poussé pour l'envoi d'aide humanitaire. Le Qatar continue d'être un intermédiaire, mais qui réellement dans le monde arabe est en train là de se lever pour arrêter ce massacre? À vrai dire, les pays arabes sont hostiles au Hamas, les pays arabes les plus actifs, sauf le Qatar. Et du coup, il y a confusion entre Hamas et Palestiniens. Ils veulent pas sauver le Hamas à Gaza, mais ils sont quand même surpris et choqués de voir qu'Israël est incapable d'en venir à bout du Hamas. Et donc, ils sont entre la compromission et l'impuissance, et peut-être les deux en même temps. Donc, voilà la position des pays arabes. En revanche, les opinions publiques ne peuvent pas être insensibles, ne sont pas insensibles au malheur, aux souffrances des Gazaouis. Et là, je vois des gens qui sont totalement hostiles aux frères musulmans que sont les Hamas palestiniens, mais en même temps très solidaires, très touchés par la détresse, le malheur, la souffrance des Gazaouis. Oui. Donc voilà l'ambiguïté au sein du monde arabe. Mais la question qui se pose aussi, et parfois on l'entend, c'est le soutien des Gazaouis au Hamas aussi. Est-ce que la majorité des Gazaouis reste unis derrière le Hamas, ou est-ce qu'il y a là aussi une colère par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre et les suites ? Pensez-vous que les Gazaouis aujourd'hui, si vous leur présentez des urnes, vont aller voter pour ou contre le Hamas? Les Gazaouis cherchent la goutte d'eau non salée à boire, la baguette ou le pain pour une semaine. Bref, ils sont dans une détresse totale. Ils n'ont pas de toit. Il y a plus grand chose. Ils sont affamés. Donc, pensez à la politique en ce moment. Je ne crois pas que ce soit le cas. Et d'ailleurs, Israël veut châtier les Gazaouis par vengeance du Hamas, parce que n'ont pas réussi à capturer les dirigeants, à éliminer cette organisation, et donc du coup ils font payer le prix de leur échec aux Gazaouis pour les porter à dénoncer le Hamas et à être hostiles au Hamas. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je ne sais pas, mais l'objectif est celui-là. Il faut d'abord les nourrir et les interroger ensuite. Mais aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière la goutte d'eau et derrière le bout de pain qu'ils peuvent recevoir. Alors, on a avec nous au téléphone un auditeur, Fred de Nîmes. Bonjour, Fred. Bonjour. Alors, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir par rapport. Merci de me donner la parole. Je vais essayer d'avoir une colère froide pour ce régime en fait d'Israël, ce gouvernement raciste. Par rapport au 7 septembre, on a dit qu'il y avait des enfants qui avaient été décapités, aucune preuve a été apportée. On est là en fait, on est démenti par la Maison Blanche des propos de Biden sur cette action-là. Aucun pays occidental en fait n'a prouvé. Et ensuite, ça m'est passé en fait cette représaille, cette vengeance par rapport à une population civile où il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, enfants, femmes. Quand on se tire en fait sur des gens qui ont faim et qui cherchent à manger auprès des camions, et là j'en appelle aux soldats, soldats que j'étais pendant 20 ans, quand tu tires en fait sur une personne, un être humain qui a faim, tu le butes au bout de ta lunette, pose-toi la question. Savoir si c'est un tir raciste ou alors un tir pour défendre ton pays. Voilà. Ensuite, quand on parle du Hamas, on parle de terroriste, mais comment on appelle en fait une armée une armée ou un groupe plutôt face à une armée d'occupation? Comment on appelle? Les résistants? Est-ce qu'on parle des Français résistants comme pendant le régime de Vichy où on était traité de terroristes parce qu'ils étaient résistants? Attention. Mais moi je veux dire un truc, c'est que attendez, je vais finir par ça. C'est que moi aujourd'hui, vos guerres, j'en veux plus. Pendant 20 ans, j'ai servi la France. Aujourd'hui, je ne la servirai plus.
puisque Macron est sous commandement américain et occidental, les régimes occidentaux, des gouvernements occidentaux en général. Voilà. Alors d'abord sur le 7 octobre, l'attaque du Hamas, l'acte terroriste pour beaucoup, et reste sous enquête. On a aujourd'hui l'ONU et plusieurs organisations internationales qui essayent de faire la part des choses sur ce qui s'est réellement passé. Il y a des vidéos, il y a des preuves sur les exactions commises, mais qu'est-ce qu'on sait réellement et est-ce qu'il n'y a pas eu aussi trop de communication, d'utilisation de ce drame du 7 octobre par Israël pour justement emmener cette réponse guerrière? Alors, je ferai 3 commentaires là-dessus. D'abord, c'est l'échec de renseignement israélien. Il y avait une barrière truffée d'instruments, de technologies les plus sophistiqués, et tout ça s'est effondré en quelques minutes d'un côté. De l'autre côté, on peut dire qu'il y a eu crime de guerre, parce que sur les 1140 personnes tuées, eh bien, il y avait énormément de civils et des civils identifiés comme civils. C'était pas des militaires, et donc il y a crime de guerre. Alors, pour le reste, chacun pleure ses morts et veut faire de la propagande pour attirer l'attention de la communauté internationale. La solidarité, l'émotion et l'attention et la solidarité de la communauté internationale. Il y a des partis qui savent faire ça très bien et d'autres qui savent moins bien le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas être victime de la propagande des uns et des autres. Et sur la remarque de Fred, notre auditeur, sur la France qui finalement a perdu sa voix singulière dans cette région, notamment de pays non alignés qui savaient faire la part des choses, l'idée de parler à la rue arabe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la France est une puissance diplomatique qui n'existe pas dans l'équation ? C'est une question un peu délicate, à vrai dire. La France a pleuré avec les Israéliens quand il y a eu le 7 octobre, sans tenir compte du sentiment des Palestiniens. Et puis après, la France a souhaité, avant que le conflit ne s'arrête, d'arrêter le feu et d'arriver à une trêve immédiate. Donc, elle n'a pas été entendue ni par les uns ni par les autres. Il faut donner un horizon, et l'horizon qui mérite d'être porté, c'est celui d'une paix sur le moyen long terme. Dans l'immédiat, il y a des larmes, il y a du sang, il y a des souffrances des deux côtés, mais il faut, à mon avis, se projeter vers un horizon lointain et dire: après tout ça, il faut arrêter, et puis la solution est celle-là, une solution que la France pourrait promouvoir au sein de l'Union européenne en entraînant avec elle beaucoup de pays. C'est quoi? C'est la solution à 2 États qui serait la seule possible? Je ne vois pas d'autre solution. Si vous faites 2 peuples dans un seul État, dans quelques années, la qualité juive de l'État d'Israël pourra disparaître. Et si vous faites 2 États côte à côte, il va falloir envoyer des soldats de l'OTAN, des soldats américains, des soldats de l'Europe, pour séparer et rassurer. Les Palestiniens ont dit qu'ils étaient d'accord pour un État désarmé. Et ça, c'est une avancée, ça remonte à quelques années. Mais il y a une frange au gouvernement israélien actuel, 2 ministres particulièrement, Ben Gvir et Smotrich, qui, eux, veulent élargir l'État d'Israël territorialement, géographiquement, pousser les Gazaouis dans le Sinaï, en Égypte, et pousser les Cisjordaniens en Jordanie, et en quelque sorte purifier les territoires qui se situent entre le Jourdain et la Méditerranée. Donc cette idéologie-là ne peut pas supporter l'idée de 2 États, mais je ne vois pas d'autre solution que de vivre dans 2 États, un désarmé et l'autre surarmé, et entre les deux, un déploiement de forces neutres, de forces qui rassurent et les uns et les autres. Merci beaucoup Antoine Basbous d'avoir répondu à nos questions sur cette situation à Gaza et cette sortie de crise qu'on espère prochaine. Dans un instant, c'est la culture
dans tous ces états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent à 13h le journaliste et écrivain Marc Menant, auteur de Ces destins qui ont fait la France. Et en cette journée des droits des femmes, eh bien, il va nous raconter les parcours extraordinaires des femmes qui ont marqué l'histoire de France. Alors, il y a la reine Margot, Marie Curie, Jeanne d'Arc ou encore Louise Michel. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.